Exit l'option militaire envisagée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour mettre un terme à la crise post-électorale en Gambie. Après les interventions marocaines et mauritaniennes, la médiation guinéenne a abouti au départ de Yaya Jammeh. Amara Camara, bonjour. Bonjour. Pour le président Alpha Condé, mais également pour la Guinée, c'est un beau succès diplomatique. Absolument. Et cela s'explique par le passé du président lui-même. Quand on a réussi à concilier toutes les associations d'étudiants africains en France pendant 10 ans qu'on a maîtrisé ça, c'est qu'on sait être persuasif. Comment expliquer le succès de cette médiation guinéenne? Pourquoi Alpha Condé a-t-il réussi là où d'autres avant lui ont échoué, puisque l'entêtement de Yaya Jammeh a tout de même duré 15 jours? Ça a duré 15 jours, mais Alpha Condé est un panafricaniste de conviction. Donc il se sentait chez lui en Gambie. Il a pris ses responsabilités d'Africain, ses responsabilités de chef d'État, pour dire au président Yaya Jammeh ce qu'il fallait faire dans l'intérêt de la Gambie et dans l'intérêt de l'Afrique. L'intérêt de l'Afrique, l'intérêt de la Gambie était supérieur à ses propres intérêts. Et c'est ça, cette responsabilité-là, qui explique en partie la réussite de la mission. Quelle garantie a obtenu Yaya Jammeh pour enfin lâcher prise? La CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies lui ont donné la garantie de sa propre sécurité, la sécurité de son entourage, de ses biens, que ça ne soit pas une chasse aux sorcières. Et pour ses partisans. Voilà, je pense que c'est une bonne chose, parce que la plupart de nos chefs d'État qui s'accrochent des fois, c'est la peur du lendemain. Les représailles inutiles contre des familles qui ne sont pour rien dans la gestion de l'État, la non-compréhension du fait de l'alternance possible. Nous voulons avoir une alternance en Afrique facile. Il faut qu'on s'assure de voir un président, un ancien président de la République, vivre dignement chez lui. Sans être inquiété. Absolument. Lors de la dernière crise plutôt, qui a opposé la Gambie au Sénégal au mois de mai, Alpha Condé avait déjà joué les Monsieur Bons Offices. Depuis le départ de Blaise Compaoré du Burkina Faso, lui qui était le médiateur en chef un peu dans la sous-région, aujourd'hui, ce rôle est endossé par Alpha Condé. Il l'était déjà avant, c'est-à-dire, vous savez, le président Blaise était le médiateur d'une certaine partie. Alpha Condé est le médiateur de toute l'Afrique. Il a des contacts avec l'Afrique australe, la Corne de l'Afrique, l'Afrique australe et bien sûr l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire nous n'avons pas de préférence. La conviction, c'est que l'Afrique doit pouvoir régler ses problèmes elle-même. Sans intervention des Nations Unies notamment. Absolument. Pas seulement des Nations Unies, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Amara Camara, pour le règlement de cette crise, on a constaté que la CEDEAO n'avait pas parlé d'une seule voix, puisque certains pays étaient partisans d'une option militaire. Je pense notamment au Sénégal et au Nigeria. Et nous avons toujours prôné le dialogue. Nous sommes adeptes, comme vous devez le savoir, de l'arbre à palabre, qui fait partie de notre histoire, de notre culture. Il faut commencer à se parler plutôt qu'à se faire la guerre. Vous savez, ce qui était pour cette option militaire, il y a des conséquences directes et indirectes. Ils auraient pu tuer Jammeh, mais ils auraient tué beaucoup de civils, sans pour autant garantir la stabilité du pays. La Libye est un exemple. De grandes puissances sont attaquées à Kadhafi. On en voit le résultat aujourd'hui. Kadhafi est mort, c'est sûr. Mais pour autant, est-ce qu'il existe une Libye? Est-ce que c'est ce qu'on voulait? C'est ce qu'on a voulu éviter. C'est-à-dire la sagesse africaine a prévalu, la sagesse, la notion de responsabilité a prévalu. Pour éviter un bain de sang en Gambie. Absolument inutile. C'est une première africaine dans le règlement des crises post-électorales et cela va sans doute redorer le blason de la CEDEAO qui avait quelque peu mal géré la crise post-électorale au Burkina Faso en 2014. Mais elle avait quand même réussi, les Comores avaient réussi en Sierra Leone et au Libéria, il ne faut pas l'oublier. C'était toujours la CEDEAO. C'est sûr que ça a été mieux géré cette fois-ci. Et on espère que cet exemple-là, cette jurisprudence va prévaloir pour longtemps encore en Afrique. Que les Africains apprennent à résoudre leurs problèmes en se parlant, en se disant les choses vraies. Et c'est en ça
qu'on se comprend, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes passions, on a les mêmes cultures, on peut se parler. Et se parler, plutôt que de se faire la guerre, je pense que c'est ce qui nous aiderait à aller un peu plus en avant. Le départ de Yahya Jammeh, qui était le seul pouvoir militaire qui restait dans la région Afrique de l'Ouest, marque-t-il définitivement la fin des régimes autocratiques dans cette sous-région? C'est mon souhait, mais je ne peux pas garantir l'être humain avec ses velléités. Quand je vois des pays voisins où les militaires descendent dans la rue, alors qu'un militaire qui descend dans la rue sait à quelles sanctions il s'expose, ça me fait peur. Vous pensez à quel pays? Non, ce n'est pas utile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on apprenne que chacun reste dans son rôle, qu'on ait des armées républicaines, qu'on ait confiance à la démocratie, qu'on ait confiance à l'alternance et qu'on se donne les moyens de le réussir par nous-mêmes. Nous avons tout ce qu'il faut. Vous savez, moi, je ne connais pas d'adultes de mineurs de plus de 50 ans. Nos pays ont plus de 50 ans d'indépendance. Nos pays sont majeurs. Nous devons avoir des responsables majeurs pour gérer les problèmes difficiles, mais des problèmes qui se posent à notre continent, nous pouvons les résoudre. C'est une leçon que va méditer la CEDEAO à l'avenir, cette gestion de la crise gambienne? Je l'espère. Et pas seulement la CEDEAO, j'espère que d'autres sous-régions prendront exemple sur la CEDEAO pour aller encore plus en avant. Parler, se parler, dialoguer. S'il faut inventer nos baobabs, aller nous asseoir sur nos arbres à palabres et se dire la vérité. Comment interprétez-vous le mutisme de l'Union africaine? Si je n'étais pas ambassadeur, j'aurais dit c'est un mutisme constant. Ce n'est pas souvent qu'on entend l'Union africaine dans les crises politiques, et c'est dommage. C'est pour ça que l'Afrique a besoin d'une voix, l'Afrique a besoin d'un visage, l'Afrique a besoin de montrer qu'elle existe et qu'on ne peut pas se passer d'elle aussi facilement. C'est à nous de faire cette preuve-là. C'est un beau succès diplomatique, je le disais en début de cet entretien, pour le président Alpha Condé, mais également pour la Guinée. On peut espérer qu'il en connaisse d'autres, notamment avec son accession comme président de l'Union africaine. C'est votre souhait? C'est mon souhait et je pense que l'Afrique en a besoin. Et ce sera, j'espère, une présidence différente et qu'on entendra l'Afrique, qu'on écoutera l'Afrique surtout. Parce que nos problèmes peuvent être résolus chez nous, à condition que nous le souhaitons nous-mêmes. Et je pense que ce qu'on appelle succès, ce coup de maître ici, il ne faut pas qu'on oublie notre ami, notre frère, le président Aziz, qui a beaucoup également œuvré. Ceux qui l'ont fait avant... Le roi du Maroc également. Le Maroc, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, qui n'ont pas... Ça n'a pas abouti, mais tout ça a contribué à la solution du problème. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la CEDEAO qui a gagné, c'est l'Afrique entière qui a gagné, du nord au sud. Alors, à propos d'Afrique, au sein de l'Union africaine, quelle sera la marque du président Alpha Condé à la tête de cette institution? Parce qu'on voit bien que la volonté politique n'a pas toujours été au rendez-vous, mais ce qui manque surtout à l'Union africaine, ce sont les moyens. Pas seulement les moyens. Les moyens, nous les avons. La conviction et le fait de croire en soi-même, de croire à l'Afrique, que l'Afrique est un continent, pas en devenir, mais que l'Afrique existe, elle est là. Nous avons les moyens de notre politique. Il faut qu'on se les donne, il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Le président Alpha Condé a confiance en lui, en confiance en l'Afrique. Il l'a démontré depuis la FEANF, comme je vous le disais tout à l'heure. Et cette voix-là, j'aimerais qu'elle soit différente, qu'on nous entende un peu plus. Surtout, le fait de nous entendre, c'est une chose, mais qu'on nous écoute. Nous connaissons nos problèmes. Il y a des gens qui aiment nos pays, qui aimeraient nous trouver des solutions. Mais je pense que les solutions sont essentiellement africaines. Et le président Alpha Condé va faire la différence dans ce domaine-là. Alors, au début de l'entretien, vous rappeliez qu'il a été le président de la FEANF, la Fédération des étudiants africains de France. On parle beaucoup des États-Unis d'Afrique. C'est un projet qui revient toujours sur la table lors des sommets de l'Union africaine. Peut-on espérer que ce projet avance avec Alpha Condé? Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui sur ce thème-là parce que, comme
Vous savez, le chef d'État procède par consensus. Mais depuis... mon éveil politique date de Kwame Nkrumah. C'est le panafricanisme. Le père du panafricanisme. Voilà. Donc les États-Unis d'Afrique, pour moi, est un objectif, reste un objectif. Et j'aimerais que mes enfants, si je ne connais pas sa réalisation, que mes enfants connaissent cette réalisation-là. Parce qu'un grand continent, avec les potentialités que nous avons, avec les ressources que nous avons, avec notre jeunesse, avec notre démographie, c'est une puissance de demain. Mais les inégalités qu'on observe dans les sous-régions, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, la SADC, l'Afrique du Nord, ne sont-elles pas justement un frein à cette intégration? Ça devrait être un atout. On doit pouvoir trouver des synergies entre les différentes régions sous-régions d'Afrique pour avoir une masse critique dans des domaines précis de développement. L'expérience ougandaise, l'expérience rwandaise, l'expérience guinéenne, l'expérience sénégalaise doivent servir au Nigeria, doivent servir au Ghana, doivent servir à l'Éthiopie pour arriver à ce qu'on est une Afrique qui avance dans le même sens. Et ce sont les riches qui tirent les pauvres. Vous savez, l'Europe est un exemple. Moi, je suis dans ce pays depuis quelques dizaines d'années. Il y a des pays aujourd'hui qui sont développés, qui étaient sous-développés quand j'arrivais en Europe. Et qui, c'est grâce à l'Europe, c'est grâce aux moyens mis ensemble par l'Union européenne que ces pays ont connu une émergence. Et nous avons tous les moyens de le faire. Le Nigeria produit du pétrole, l'Angola produit du pétrole. Moi, j'ai besoin de pétrole. J'ai 6 millions d'hectares de terres fertiles. Je peux produire du riz, je peux nourrir toute l'Afrique en riz. C'est ça, c'est vers ce genre de synergie qu'on devrait aller. Et je pense que le président Alpha Condé est dans cette optique-là. Mais combien de chefs d'État sont prêts à renoncer à leur hégémonie? Vous savez, ils sont tous prêts à quelque chose. Le tout, c'est que ceux qui nous conseillent de l'extérieur nous laissent nous conseiller entre nous. À ce moment, ils comprendront que le problème ne vient pas de l'extérieur, que ça vient de l'intérieur, et que le panier de la ménagère africaine est plus important que les grands discours dans les forums. Amara Kamara, merci. C'est moi qui vous remercie.